Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'Atlas des risques mondiaux, qui est constituée par une série de 5 épisodes consacrés effectivement aux risques mondiaux. Et alors, vous voyez ici d'ailleurs le supplément spécial consacré à cette thématique par le magazine Trends Tendance, qui soutient aussi cette initiative. Et vous verrez qu'on parle effectivement de guerre, de protectionnisme, de populisme, de crise climatique et démographique. Et effectivement, la thématique d'aujourd'hui parlera effectivement de la transition démographique. Vous savez qu'on parle souvent de la transition numérique, de la transition écologique, et on oublie peut-être la transition la plus importante, sans doute, la transition démographique. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio Nabil Gigakli, qui est donc le député CEO de Credendo. Bonjour Nabil. Bonjour Hamid. Et puis à ses côtés, juste à ses côtés, Jean Hendricks, qui est donc professeur à l'Université catholique de Louvain et au Collège de Bruges, si je ne dis pas de bêtises. Il est aussi membre fondateur de Itinera, donc un think tank indépendant. Et il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques sur plusieurs thématiques, essentiellement économiques. Alors justement, première question. On le sait, la transition démographique est très importante puisqu'à peu près 2/3 de l'humanité n'arrivent pas à renouveler leur génération, puisque je pense qu'il faut le rappeler aux téléspectateurs et téléspectatrices, il faut 2,1 enfants par femme pour renouveler la génération. En quoi est-ce un drame pour notre croissance économique, en tout cas à long terme, Nabil ? Amit, je voudrais peut-être commencer par planter le décor en disant deux choses, parce que nous allons rentrer dans des terres inconnues, dans des zones que l'humanité n'a jusqu'à présent jamais parcourues. C'est un peu comme le dérèglement climatique. Oui. On est confronté à deux choses. D'abord, une diminution à terme de la population. Au début de l'ère industrielle, on était à peu près à 1 milliard. Nous sommes aujourd'hui à 8 milliards d'habitants sur cette terre et nous allons arriver, selon les projections, à 11 milliards à la fin du siècle. Mais, en 2100. En 2100. Mais, contrairement à ce que laisse penser cette croissance, elle n'est que dans une zone du monde, c'est en Afrique. Partout ailleurs, au mieux on stagne, au pire on diminue. Donc on va assister à une diminution de population de manière extrêmement importante dans certaines parties du monde, comme la Chine, le Japon, l'Europe du Sud, l'Europe orientale. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est a priori une bonne nouvelle. Hamid, nous vieillissons plus longtemps en bonne santé. Oui. Seulement, ça pose d'autres problèmes, notamment économiques, parce que ce vieillissement est important et s'accélère. On parle généralement, dans une société avec une démographie équilibrée, de 10% de la population qui a plus de 65 ans. En Europe, nous allons arriver à une population où 20% de la population a plus de 65 ans. Comme au Japon. Et au Japon, c'est pire, c'est 30% à l'heure actuelle. Oui. Donc on arrive dans des terres inconnues, vieillissement de la population et une démographie en berne dans un certain nombre d'États. Les conséquences sur la croissance économique sont évidentes. D'une part, la productivité, la production et la croissance sera mise sous pression, ne fût-ce que parce qu'il y a une population active qui est moins importante, à moins qu'on ait des gains de production. D'autre part, les dépenses de vieillissement, dues au vieillissement de la population, que ce soit les pensions, que ce soit les soins de santé, vont exploser. Oui. Donc on est confronté à un défi extrêmement important. Une question à plusieurs inconnus. Alors pour vous, Jean, c'est la même chose, le même constat que Nabil, c'est-à-dire que la transition démographique, dont on parle très peu, j'insiste là-dessus, est une sorte de tueuse silencieuse de la croissance ? Mais si on prend une approche conservatrice et traditionnelle, classique de la croissance, il y a plusieurs facteurs. Hein. Donc il y a le capital, l'investissement, les machines, il y a la main-d'œuvre, la force travail, oui. Et il y a aussi les ressources naturelles. Et tout ça est multiplié par un facteur progrès technologique. Ça, c'est ce qu'on appelle dans votre jargon les facteurs de production. Les facteurs de production. Et la croissance endogène. Donc, la croissance endogène, les facteurs de productivité, j'ai envie de dire, on peut les augmenter par l'IA. On y reviendra. On peut les augmenter par la formation du capital humain. Relever les niveaux d'éducation. Relever les compétences, oui. Relever les compétences. Et donc là, c'est un levier important à population identique, même à population en déclin, pour maintenir des niveaux de bien-être par habitant, des niveaux de vie par habitant aussi élevés, au moins aussi élevés que ceux qu'on a eus par le passé. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, concernant cette espèce de basculement démographique, je voudrais insister sur une grande asymétrie, une grande inégalité à ce sujet-là. Et la situation des pays riches est tout à fait opposée à la situation des pays pauvres. Le drame un peu que l'on vit aujourd'hui, c'est que du côté des pays riches,
les espérances de vie se sont allongées, la population vieillit, les taux de fécondité sont en chute libre. On n'a pas le taux de remplacement requis pour maintenir notre population. Donc toutes ces populations des pays riches seront en déclin sur les 50 prochaines années. C'est l'inverse dans les pays pauvres, où là, les populations seront en expansion. Le taux de fécondité pour le Niger, par exemple, est 10 fois plus élevé que le taux de fécondité pour la Corée du Sud ou Taïwan, par exemple. On parle de 7 enfants par femme contre 0,7 à Taïwan ou en Corée du Sud. Chez nous, nous sommes à 1,6. Donc on voit qu'on n'a pas les taux de remplacement requis qui sont de 2, 2,1 pour maintenir notre population constante, et on voit que cette population vieillit. Les âges médians... Mais donc, si je vous écoute bien tous les deux, à la bombe démographique, en tout cas dans les pays du Sud, notamment Afrique et Afrique subsaharienne, s'ajoute le réchauffement climatique qui font que ces personnes-là vont être poussées vers le Nord, sauf qu'elles ne sont pas bien accueillies par les pays du Nord. Oui, absolument. On a véritablement une forme de baby-boom, j'ai envie de dire, dans les pays d'Afrique subsaharienne, qui risque d'être poussé par un système sanitaire qui n'est pas en capacité de supporter une population en croissance et une pression climatique qui est sur les ressources naturelles de plus en plus élevée, principalement dans ces pays-là, qui peut les amener à migrer vers l'Europe. Mais j'ajouterais quand même une précision. Lorsqu'on parle de pays développés aux riches, il y a une nuance. C'est que des pays comme la Chine risquent d'être vieux et vieillissants avant d'être riches. La croissance chinoise est importante. Par tête, le PIB par tête d'habitants, c'est plus discutable. Or, la Chine est un pays qui va connaître une décroissance vertigineuse de la population, avec une pyramide des âges complètement déséquilibrée. Et donc toutes ces hypothèses ont dit que d'ici quelques années, la Chine va devenir la première puissance économique. Beaucoup de doutes. Ah oui, là, elle peut être confrontée à ce problème démographique, effectivement. Alors, les États-Unis, ça, c'est un pays occidental. Eux n'ont pas ce problème-là. Non. D'abord, il y a un renouvellement de la population. Je ne pense pas qu'ils arrivent à renouveler la population aux États-Unis naturellement, mais il y a un flux migratoire constant. Et donc, on arrive à une croissance de la population à un horizon de quelques décennies. Les États-Unis seront toujours dans le top 5. Ça reste une terre d'attraction, et notamment des talents. Alors revenons, on est en Europe, restons sur l'Europe. Qu'est-ce qui explique donc les raisons de cette dénatalité ? Certains mouvements ou partis politiques jouent là-dessus avec cette angoisse de disparaître démographiquement. Qu'est-ce qui explique cette baisse de la natalité ? Il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, et à l'opposé, ça explique pourquoi il y a une croissance démographique en Afrique. De l'autre côté, évidemment. Oui. C'est que, nous sommes dans une société éduquée, où les femmes ont accès à l'éducation, travaillent, où il y a des moyens de contraception disponibles. Les mariages se font à un âge mûr, même de plus en plus tard. On a des enfants de plus en plus tard. Pourquoi ? Parce qu'on fait des études. J'ajoute aussi que le système de sécurité sociale qui encadre le vieillissement de la population est présent. Et donc, on n'a pas besoin de faire des enfants comme en Afrique pour qu'ils s'occupent de leurs parents. Ou en Inde, c'est le cas aussi. Et puis, dans une série de pays, comme à Paris ou à Londres, se loger coûte cher, et d'autant plus cher si on a une famille nombreuse, de même que les études. Donc, vous avez toute une série de facteurs de type objectif, et je pense aussi qu'il y a un désir de réalisation de soi qui passe par toute une série de choses, mais pas forcément par la construction d'une... Oui, en fait, dans la pyramide de Maslow, on est plus dans tout au bout de la pyramide. Ouais. Dans les éléments qu'a indiqué Nabil, il y a l'élément immobilier. Alors, je ne me souviens plus de quel était le nom de cet économiste qui parlait d'Italie, qui disait que le meilleur des contraceptifs en Italie, parce qu'il y a beaucoup de dénatalité, c'était le prix de l'immobilier. Vous rejoignez un petit peu Nabil là-dessus ? Ah oui, parce que je pense qu'on regarde un peu une carte en fait, de l'Europe avec les prix d'immobilier et si on regarde en même temps les taux de fécondité, je pense que ça va corréler assez fort. Prenez le cas d'Irlande par exemple. On sait qu'en Irlande, il y a un vrai drame en termes d'immobilier, pression sur l'immobilier, les prix sont en hausse, très difficile pour les jeunes de trouver un logement. Et c'est là que les taux de fécondité ont baissé le plus en fait. Et donc il y a vraiment une question, il y a plusieurs facteurs. Hein. Donc, comme anecdote, je pourrais vous donner l'exemple du sociologue Frédéric Leplé, qui au XIXe siècle avait cette idée qui s'est vérifiée qu'en fait le système d'héritage lui-même peut être responsable d'une baisse des taux de fécondité. En l'occurrence, la Révolution française, en imposant un héritage égalitaire, donné même part à chaque enfant, a
pousser les familles à faire moins d'enfants pour concentrer l'héritage entre les mains. Et ça s'est vérifié aussi dans des pays d'Afrique qui avaient une tradition plus libérale de l'héritage, on choisissait à qui on transmettait, et des pays d'Afrique où on avait une tradition égalitaire de l'héritage, et là, ça a provoqué des baisses de fécondité. Donc, j'ai envie de dire, les facteurs sont multiples et c'est très intéressant. Je voudrais en rajouter encore 3. Et ça, c'est ce qui s'est passé, notamment en Russie, où la population décline, vraisemblablement aussi dans les anciens pays, dans les pays de l'Est, les anciens pays qui étaient arrimés à l'Empire soviétique. Une chute de natalité par une mortalité élevée. 2, une immigration importante, parce que l'immigration, ça va dans les deux sens. Des gens quittent le pays. Et 3, vous avez une chute de natalité. Et donc ces 3 phénomènes mis conjointement font qu'un pays comme la Roumanie passe de 25 millions d'habitants à aujourd'hui 19 millions. En Bulgarie, moins 20%. Donc on est dans des facteurs multiples qui touchent les pays développés économiquement. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments encore en dehors de ceux que vient d'ajouter Nabil qui peuvent jouer sur les causes de la dénatalité en Europe ? L'absence de crèches, ou on le voit aussi dans des pays plus lointains comme la Corée du Sud, où il y a une compétition au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau scolaire, qui fait que la femme, si elle a une maternité, l'entreprise ne l'attend pas. Alors, c'est déjà pas le cas en Europe, mais encore moins en Corée du Sud. Et donc, elle préfère ne pas avoir d'enfants ou reporter plus tard le désir d'enfant. Absolument. On revient à l'effet du capital humain aussi. Donc, ça coûte en fait de plus en plus cher d'investir dans le capital humain. C'est une des raisons, par exemple, pour laquelle la fécondité a baissé aux États-Unis. Le coût des études était croissant. Pour les parents qui se saignent littéralement pour financer les études de leurs enfants. Et ça fait baisser. Et finalement, le modèle est très simple à comprendre. C'est un basculement de la quantité. Comme Nabil venait de mentionner, on fait beaucoup d'enfants parce qu'on n'a pas de sécurité sociale, et c'est notre sécurité sociale. Et en même temps, parce qu'il y a un taux de mortalité élevé. Donc il faut en faire 7 pour que 2 ou 3 survivent quelque part. Et du côté des pays plus industrialisés et plus développés, on a le phénomène inverse, c'est qu'on bascule de la quantité vers la qualité. On en a moins, mais on investit plus. Le cas suédois est un bon exemple. Effectivement, les crèches ont été mises en place. Elles sont même gratuites. Il y a les congés parentaux. Tout a été mis en place. Les politiques natalistes ont vraiment été mis en place. Ça n'a pas suffi. Le taux de fécondité en Grèce baisse. Et on ne sait rien y faire. On ne sait rien y faire. C'est presque devenu culturel. Alors, on ne sait rien y faire ou est-ce que certains partis politiques sont mal pris ? Je m'explique. Certains écolos, alors pas tous les écolos, on va dire les écolos extrêmes, certains se réjouissent même de la dénatalité, on le sait, ils l'ont écrit en disant ce sera très bon pour le réchauffement climatique. Vous avez certains libéraux, donc à l'autre extrême politique, qui disent finalement c'est un choix de vie privée, on n'a pas à s'y mêler. Et puis vous avez d'autres qui disent ouais mais c'est une thématique un peu difficile parce que dès qu'on défend la natalité, égal on défend la famille, donc on a l'air d'être ringard, on a l'air d'être conservateur, et en plus c'est du très long terme, et électoralement ça paye pas. Ça, c'est clair, mais en tout cas, ne rien faire est problématique. Oui. Parce que face à une chute de la main-d'œuvre disponible, d'un côté, d'un autre côté, à la hausse des coûts dus au vieillissement de la population, soins de santé, retraite, il n'y a pas 36 mesures. Ou plutôt, oui, les politiques ont en main des leviers, mais tous ces leviers sont germes de tensions ou même carrément d'envoyer des gens dans la rue manifester. Parce que quelles sont les solutions ? Ce qu'on est en train de faire partout en Europe, c'est reculer l'âge de la pension. Progressivement dans toute une série de pays. 67, 68. Rappelez-vous, lorsqu'on l'a fait en Belgique, les gens sont descendus dans la rue. C'est finalement intégré. Deuxième solution, c'est d'augmenter les impôts pour pouvoir financer le coût du vieillissement ou de couper dans les coûts. Là aussi, vous vous retrouvez personne n'en veut. À des gens, ou alors pour les autres, l'impôt pour les autres. Troisième solution, diminuer le montant et le niveau des retraites. Donc, quelques mesures que vous prenez, ce sont des mesures qui sont impopulaires. À côté de ça, il y a d'autres choses positives qui peuvent être faites. Je pense à l'IA, à l'automatisation, à l'immigration douce. Mais il y a une autre solution qui est simple, vous l'avez évoqué tous les deux, c'est qu'au nord, on est en déficit et on est en surplus dans le sud. Et donc, en fait, l'idéal serait d'importer, enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais d'assurer un afflux d'immigrés. Mais ça, c'est la population qui n'en veut pas. Oui, non, ça dépend. Enfin, le brain drain, il est là. Hein. Donc, tous les pays, tous les employeurs sont en train de se batailler pour obtenir les talents. Enfin, la course au talent, elle est là. Partout en Europe,
Vous arrivez, vous sortez de Pologne, par exemple. J'ai l'habitude d'aller souvent en Pologne. Je traverse l'Allemagne, je vois littéralement des panneaux « Venez travailler chez nous ». Idem aux Pays-Bas. Donc il y a véritablement un appel pour qu'une main-d'œuvre qualifiée, vienne. Donc ça, c'est une immigration choisie. Ah oui, mais immigration choisie. Oui, mais donc là, de nouveau, on veut aider ces pays et finalement, on va siphonner les meilleurs d'entre eux. Comment ces pays vont-ils se développer? Alors là, on renvoie la patate chaude à ces pays-là, en fait. Oui, mais donc, ça, je veux dire, c'est un peu du laisser-aller. Hein, c'est la politique du laisser-aller, du laisser-faire, et on laisse chaque pays choisir sa politique de migration. Moi, je pense qu'il faut insister sur une première chose, c'est que l'immigration, effectivement, elle est déjà là, mais pas du sud vers le nord, mais sud-sud. La première zone d'immigration, les Indiens vont dans les Émirats, au pays du Golfe. En Afrique, on passe d'une zone d'Afrique à une autre. Vers le nord, c'est différent. Quel est le moteur de l'immigration volontaire? Et après, je viendrai à l'immigration organisée. Soit parce que vous êtes dans une zone de conflit ou de guerre. Songez aux 5 millions de Syriens qui sont partis. Dont 800 000 qui ont été accueillis par Merkel à l'époque. À l'époque, mais 3 millions en Turquie et 1,5 million au Liban. Exact. L'autre raison, ce sont des crises économiques. Vous le disiez, Jean, vraisemblablement, on assistera à un moment ou à un autre à des réfugiés climatiques, mais ce sont des immigrations, j'allais dire, forcées. Peu de personnes partent de leur pays, sauf si c'est pour un Eldorado économique. Donc, on doit arriver à un système, d'autre part, où l'immigration est une immigration, je n'aime pas le terme, mais choisie, où on va essayer d'avoir un certain nombre de talents. Le Canada y procède depuis des années. Alors, est-ce que c'est bon pour les économies du Nord? C'est toujours la même chose, c'est une question de mesure. C'est un mix de solutions qui doivent être prises en compte, l'intelligence artificielle, l'automatisation et l'immigration choisie et raisonnée. Je terminerai sur ce point par un élément important, c'est que l'immigration dans la montée des populismes est un des facteurs clés, un des drains, un des moteurs à la montée des populismes. Alors, soyons même plus clairs, quand on parle d'immigration, celle qui est à l'origine de la montée des populismes, en tout cas en Europe du Nord, c'est l'immigration d'origine musulmane. Ce n'est pas l'immigration dans l'absolu. Non. Mais je pense qu'on n'a pas vraiment traité. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, le libéralisme, le capitalisme libéral va chercher la main-d'œuvre qualifiée là où elle est. Et elle ne connaît pas les frontières. Le libéralisme ne connaît pas les frontières, en fait. C'est aussi simple que ça. C'est comme la science, en fait, ne connaît pas les frontières. Mais regardez, Trump, il est ultra-libéral. Oui, mais ça, c'est un discours. Non, mais ça, c'est un discours politique. La réalité économique sera tout à fait différente. Ah, vous pensez qu'il ne va pas... Absolument, il ira chercher les talents. Absolument pas. Il va faire le brain drain qu'ils doivent faire parce qu'ils ont des déficits de compétences, tout un certain nombre de secteurs. Donc, ils vont le faire. Et c'est là que l'Europe doit être très prudente. Pas laisser les États-Unis venir siphonner tous les talents chez nous. Donc pour ça, c'est vrai qu'il y a les facteurs de guerre, il y a les facteurs économiques, il y a aussi les facteurs de no future. On a un discours extrêmement pessimiste et anxiogène en Europe. L'Europe s'effondre, l'effondrement démographique, l'effondrement de la compétitivité, qui fait peur aux jeunes et qui peut faire partir les jeunes de chez nous. Des jeunes qu'on a formés, on a investi dans soit partir, cette angoisse de l'avenir, soit se dire, mais quel monde je vais donner à mes enfants, et donc je m'abstiens. Et je ne fais pas les deux facteurs, voilà, c'est l'aspect perspective, en fait, et d'anxiété vis-à-vis de l'avenir, cette incertitude vis-à-vis de l'avenir, qui est un facteur assez important. Parce qu'un pays qu'on n'a pas mentionné, c'est l'Ukraine. On a énormément de gens qui ont quitté l'Ukraine, mais aussi c'est la peur de l'avenir. Quel est l'avenir pour moi? Vous avez la Géorgie, toute une série de pays là, qui sont dans une situation extrêmement compliquée. Mais là, c'est un pays en guerre. Ici, en Europe, on ne l'est pas dans cette partie-ci. Et là, quand même, les gens sont angoissés par l'avenir. Oui. Mais rappelez-vous la Grèce au moment de son effondrement en 2010. Absolument. Énormément d'universitaires sont partis. Absolument. Le Portugal, au moment des crises de l'euro en 2012, les Portugais ont commencé à immigrer. Mais ici, je pense que le raisonnement, on doit attirer des talents vers l'Europe, parce que le problème de la natalité se situe dans une série de pays. Alors, est-ce que c'est une bonne solution ou c'est une solution court-termiste dans le sens où on pourrait se dire, là, on est en train de siphonner effectivement les cerveaux qui peuvent être en Afrique du Nord, subsaharienne, peu importe, whatever, alors qu'en fait, on devrait plutôt recourir à davantage d'automatisation. On le voit bien, un certain nombre de pays ont plus de robots que d'autres et se portent plutôt bien, n'ont pas un taux de chômage plus élevé. Est-ce que c'est pas ça la solution? Je parle même pas encore de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pas ça l'une des solutions? Mais je pense que c'est la solution des pays baltes. Si vous regardez les pays baltes, ce sont des petits pays, avec effectivement une population où le taux de fécondité est assez bas, mais qui a en partie répondu à ce problème de manque de main-d'œuvre en automatisant. Ne serait-ce que le système scolaire, c'est incroyable, en fait, comment le numérique s'est développé dans le système scolaire dans les pays baltes, et le niveau de qualité
selon tous les sondages, notamment PISA, montrent qu'en fait, c'est un système scolaire qui fonctionne extrêmement bien. Donc, ils ont énormément investi dans ces nouvelles technologies. Et donc, clairement, on a un bel exemple chez nous, en fait, de levier possible, en quelque sorte, de réponse sans passer par des politiques natalistes qui sont très compliquées à mettre en œuvre. Justement, cette démographie défaillante, et Nabil y a fait allusion tout à l'heure, pose des problèmes pour le financement de la sécurité sociale, pour le financement des pensions, puisque c'est basé sur le nombre d'actifs. Est-ce qu'on ne peut pas, alors ce sera le débat aussi du gouvernement Arizona, voir une solution du côté de la fiscalité, c'est-à-dire ne pas la faire porter uniquement par les travailleurs ou les entreprises, mais plutôt par les robots ou le capital ou que sais-je. Ça fait partie des panoplies, mais forcément augmenter l'impôt est quelque chose qui est éminemment impopulaire. Mais je voudrais m'attarder encore un instant sur l'automatisation, parce qu'il y a des pans de l'économie qui seront difficiles à automatiser, et notamment les soins aux personnes. Et là, c'est au contraire un gisement d'emploi pour lequel on va avoir du mal de répondre. Donc l'automatisation, encore une fois, je crois qu'il y a une série de mesures, pas une seule mesure. L'automatisation, on a une pour les robots dans l'industrie, mais aussi dans toutes les simplifications administratives. On peut remplacer quand même pas mal de bras par une automatisation des activités. Et l'IA va accélérer ce mouvement, puisqu'on va avoir des robots qui non seulement auront une certaine dextérité, pas encore aujourd'hui, mais d'ici quelques années, mais en plus auront le QI d'un polytechnicien ou d'un scientifique. Ça, tout à fait. C'est vraiment ça qui est différent. La robotisation, c'était pour l'industrie, l'IA, c'est pour le service. Et là, c'est assez fantastique, même dans les soins de santé, en fait. Services de radiologie, toute une série, les services d'avocats, les services... Dans plein de domaines d'activités de service, l'IA est en train... Même dans l'enseignement, on est en train de dire que dans l'enseignement, ça va être considérable. Oui, mais donc on avance, parce qu'au début de l'émission, on arrivait à une sorte d'équation insoluble, on se dit comment on va y arriver, et là, il y a quand même quelques pistes qui sont... Oui, donc je vais vous donner un exemple concret. Chez Itinera, on a évalué à peu près, la politique a changé, en gros, qu'il faudrait augmenter de 25% le nombre de personnel dans les soins de santé d'ici 2040. 25%. On a actuellement 400 000 personnes équivalent temps plein qui travaillent dans le domaine. 25% en plus à population d'âge de travailler constante, même en léger déclin. Donc il va falloir aller chercher dans d'autres secteurs. Et donc, en même temps, la politique a changé. Mais si l'IA intervient, on se rend compte qu'il y a moyen de répondre à les pénuries qu'on observe déjà aujourd'hui dans le secteur des soins de santé, notamment parce que le métier devient très difficile aussi, la pression est accrue, mais devient, si vous voulez, un substitut possible, et pas idiot, à certains types de tâches, tout en gardant les tâches de proximité, d'échange et de care fondamentales qui sont plus personnalisables, mais des tâches, je dis, répétitives peuvent être faites de manière très efficace et très fiable, parce qu'on ne parle pas des erreurs dans les soins de santé, mais très fiable avec l'aide de l'IA. Et l'IA est en train de pénétrer, mais complètement, à une vitesse VV', en fait, tout le système de soins de santé, pas seulement chez nous, dans tous les pays. Alors, Nabil, par rapport au nearshoring, qui est ce terme un petit peu barbare, qui consiste à dire que finalement, au lieu de délocaliser un certain nombre d'investissements, je dirais à l'extrême ouest ou l'extrême est, Vietnam, Chine, etc., on leur rapproche, je dirais, de notre continent européen, Maroc, Turquie. Est-ce que ça, c'est aussi une réponse au déclin démographique de l'Europe ? Ça fait partie de la panoplie de solutions. C'est d'aller produire, donc ça passe par des partenariats. Ça passe par des partenariats avec des pays amis qui ont une population à la fois jeune, mais aussi avec un niveau d'éducation et de scolarité important. Et on résout le problème de la fuite des cerveaux, puisqu'on va travailler et produire sur place. Maintenant, à ce moment-là, se posent deux types de questions importantes. Un, la stabilité politique. Il faut que ce soit des régions avec une stabilité politique qui soit assurée. Deux, il faut aussi que les relations soient faites dans des traités commerciaux, bilatéraux, qui s'inscrivent dans la durée. Mais ça fait partie de la solution, tout comme les délocalisations, malheureusement, resteront, mais alors dans des cas non pas de main-d'œuvre, mais pour des questions de coût. Donc, Jean, parmi les solutions, nearshoring, IA, automatisation... Mais il y avait aussi un autre... Investir dans le capital humain, puisqu'on a moins d'enfants, c'est la qualité par rapport à la quantité. Puisqu'on a moins de têtes à former, si vous voulez, on va finir avec ces universités qui sont des grosses industrialisées. C'est un prof d'UNIF qui le dit. Avec des 1000 étudiants dans un auditoire, on va pouvoir faire un enseignement beaucoup plus calibré. Là, vous parlez de la productivité, en fait. Ouais. Voilà. C'est l'investissement. Nabil, vous vouliez réagir ? Je voulais ajouter l'immigration qui fait partie de la panoplie.
Mais là, politiquement, c'est plus difficile. Oui, et avec le danger que finalement, d'un côté, on met à bas, je dirais, la coopération au développement, puisque d'un côté, on aide un certain nombre de pays à se développer, et puis finalement, quand ils arrivent à développer ou à former un certain nombre de gens, on vient les chercher avec des salaires attractifs et des conditions de vie aussi plus agréables. Oui, mais donc c'est tout un écosystème, parce qu'alors il y a un retour. Une bonne partie des pays d'émigration, les immigrés renvoient une partie de leur salaire dans le pays de base, les fameuses remittances. Mais donc ça fait partie aussi de... La réalité des systèmes de soins de santé, c'est qu'on a beaucoup de populations issues de l'immigration. On le voit dans les maisons de repos, ce sont souvent des Belges d'origine étrangère. Et vous prenez le drame du Brexit, c'est qu'effectivement, toute une partie de ces travailleurs qui étaient dans le système de soins de santé, c'est un peu le paradoxe du Brexit. On a dit on va refinancer les hôpitaux avec le Brexit, mais en fait, ils ont perdu toute leur main-d'œuvre qui a quitté le pays, des Polonais, des Tchèques et ça, qui étaient venus travailler là et qui sont repartis. En résumé, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, malheureusement, ça va très très vite. Je dirais la transition démographique, on l'a bien vu à travers vos propos à tous les deux, et quelque chose de très important. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les politiques ne s'emparent pas de ce sujet? C'est parce qu'il n'est pas vendeur électoralement? C'est une problématique à long terme, qui va ensuite percoler avec d'autres problèmes de long terme, comme le réchauffement climatique. Et donc, ce sont des solutions qui doivent être pensées sur du long terme, avec un mix de solutions. Donc, c'est quelque chose de compliqué, avec lequel on ne gagne pas des élections. Mais c'est un problème fondamental auquel on doit s'atteler et y penser dès maintenant. Mais, oui, et je voudrais rajouter, il y a quand même un coût, il y a un risque. Le risque, c'est le coût de la diversité. Et à nouveau, je vais parler comme un enseignant. C'est beaucoup plus compliqué d'enseigner à une classe d'élèves hétérogènes, à un niveau moyen identique mais hétérogène, des élèves très faibles, très en retard et des élèves très en avance, qu'à une classe homogène. Et il faut oser dire cette question-là. Comment on gère la diversité? Il y a un coût supplémentaire. Mettons les moyens pour gérer cette diversité. Et là, en Europe, on n'a pas vraiment géré cette diversité. Et c'est là que ça devient... Si on passe trop loin, c'est le tipping point et on bascule et alors on ne gère plus et on tombe dans la démagogie politique. Malheureusement, on arrive au bout de cette émission et de cette thématique absolument passionnante. Merci Jean, merci Nabil. Alors, je vous retrouve la semaine prochaine où mon collègue Olivier Mouton pour une autre thématique, puisque je vous ai dit, c'est 5 épisodes autour de l'Atlas des risques mondiaux. Et ceux qui veulent en savoir plus, entrer plus dans le détail, je leur recommande la lecture de ce supplément du magazine économique Transcendance consacré à ces thématiques et notamment à celle qui vient d'être développée pendant pratiquement 30 minutes ici, à savoir l'autre transition dont on ne parle pas, la transition démographique. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.